donc daté d'août 2024. En tout début, il fait une critique du nazisme. Alors, bon, la critique est très bien. Pendant cette critique, il lâche un bref argument, donc en passant, un argument qui est secondaire dans son propos, mais qui est révélateur de son ignorance. Donc j'aimerais m'arrêter là-dessus pour vraiment euh, décortiquer, analyser, critiquer. Donc c'est une diatribe anti-allemande typique, dont Pierre-Yves Rougeron a l'habitude, dans laquelle il veut distinguer le nationalisme français du nationalisme allemand, avec comme critère étant que le nationalisme français est civique, alors que le nationalisme allemand est ethnique. Autrement dit, être français, c'est appartenir à, on va dire, à une entité politique, alors qu'être allemand, c'est être de sang allemand. Voilà la différence entre civique et ethnique. Alors pour les détails philosophiques, je ne vais pas les aborder puisque c'est pas l'objet de ma critique, mais je vous renvoie, si ça vous intéresse, à une vidéo d'Egonon qui s'appelle Peut-on dissocier l'identité civique de l'identité ethnique? Une vidéo de très bonne facture qui présente toutes les références nécessaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Rougeron évoque l'idée du racisme scientifique. Alors, le racisme scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une manière typique de la gauche de définir le racisme. Et il cite, pour appuyer son propos, deux références historiques. Il les cite dans l'ordre antéchronologique. Donc en premier, il y a la découverte de la génétique en citant Mendel. Et la deuxième, c'est la classification des races humaines sur le modèle de la classification du vivant par Buffon. Donc le tout s'inscrit dans un contexte vraiment de la critique du nazisme et d'obsession souverainiste à distinguer la France de l'Allemagne. Et si je vais m'arrêter sur ce passage d'une minute à tout casser, c'est parce que, en fait, ce passage est vraiment révélateur, c'est de l'antinazisme bête et méchant. C'est de l'antinazisme bête et méchant qui consiste à dire Hitler a parlé de race, Hitler était un méchant, donc nous ne parlerons pas de race nous-mêmes. Voilà, c'est une sorte de lubie d'obsession de gauche qui est très malsaine, et qui est surtout indigente intellectuellement, avec un petit arrière-plan, encore une fois, mais qui est vraiment très personnel chez Pierre-Yves Rougeron, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est probablement lié à son histoire personnelle, à son vécu, c'est pas intellectuel comme argument, mais vraiment une obsession de se distinguer de la droite, et donc pour lui, s'opposer à la notion de race, c'est une manière de s'opposer à la droite. Il fait ça dans une approche qui est très postmoderne, qui est très déridienne. C'est-à-dire, c'est discours contre discours, le discours de droite contre son discours à lui, il s'oppose au discours de droite, sans jamais se poser la question de quelle est la réalité qu'évoque le discours. Donc, dans le cas présent, quelle est la réalité de la race? On s'oppose à un discours sur la race parce que blablabla raciste, mais on ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a une réalité naturelle, matérielle de la race? Donc c'est vraiment très déridien, puisque c'est dans une autoréférence perpétuelle à soi-même, quoi. Voilà. On réagit à la réaction des autres. C'est circulaire comme manière de raisonner. Donc effectivement, je ne peux pas critiquer assez durement, puisque c'est vraiment incroyablement médiocre comme manière de raisonner. Donc c'est une distinction d'un point de vue rationnel, la distinction entre le racisme et le racisme scientifique n'a pas trop de fondement, on ne sait pas trop d'où ça vient. En plus, la génétique arrive longtemps après que l'humanité soit questionnée sur l'existence des races. Je dirais même au contraire que la génétique, c'est un peu la concrétisation de l'étude des races, avec la découverte d'une base matérielle pour justifier de cette différence-là. Et vous allez voir que ce que je viens de dire, c'est vraiment le point d'achoppement sur lequel la gauche... c'est vraiment le point que la gauche prend pour cible.
Donc voilà, c'est une pensée typiquement gauchiste à laquelle il faut s'opposer, y compris dans les milieux souverainistes, il faut s'opposer à ce genre de pensée gauchiste. Donc pour le faire, je vais d'abord expliquer ce que la gauche entend par racisme historique, et ensuite je vais donner quelques éléments sur Mandel et sur Buffon, pour permettre de revenir un peu à des choses un peu, on va dire, substantielles et sortir de la simple évocation, évocation un peu floue. Voilà. Donc, alors pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez aller lire un mémoire qui s'appelle L'émergence du racisme, écrit par Salma Khetari. C'est un mémoire que j'ai trouvé en faisant quelques recherches complémentaires pour préparer cette critique. Qui est, bon, il est mauvais parce que c'est un mémoire de gauche, mais il est intéressant dans la mesure où il expose clairement en synthétisant la pensée de la gauche sur le racisme scientifique. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu une rupture avec la modernité, avec l'apparition de la science, et que avant la modernité, avant l'apparition de la science, il n'y avait pas de racisme, et depuis, il y a du racisme. Donc le racisme n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Le racisme, c'est quelque chose d'historique qui existe depuis une période, depuis un moment précis dans l'histoire, on va dire à peu près autour du XVIIIe siècle, et avant, il n'y avait pas de racisme. Donc l'argument que je vous présente, qui est celui de Salma Khetari, est que voilà, il y a eu une première période qu'on pourrait associé au racisme, mais qui n'est pas du racisme, qui est la Grèce antique, avec une grande séparation entre les groupes. Donc, il y a les Athéniens, qui se revendiquent être des citoyens et être libres politiquement, et il y a les barbares. Les barbares, donc, sont ceux qui ne sont pas citoyens, et qui subissent le joug de leur chef. Ici, l'idée, elle est philosophique. Ce qui détermine l'Athénien, c'est le fait qu'il n'obéit qu'à lui-même. Parce que l'Athénien, il n'obéit qu'aux lois qu'il participe lui-même à élaborer. Alors que le barbare, il vit dans une société où le rapport est hiérarchique, où il y a un rapport de domination. Ce que les Athéniens associent à la tyrannie. Donc ici, selon l'auteur, ce n'est pas du racisme, puisque la différence n'est pas présentée comme étant naturelle, mais comme étant politique. Autrement dit, ce n'est pas la nature qui sépare les Athéniens et les barbares, il n'y a pas de différence de nature entre un Athénien et un barbare, c'est simplement une différence de régime politique. Sous-entendu, il suffirait de changer de régime pour abolir la différence entre les Athéniens et les barbares. Et ça, en fait, c'est le propos central de la gauche. Selon elle, la race n'est pas un fait naturel, dont le substrat matériel serait la génétique. Pour elle, le racisme est une pratique sociale. Le racisme, c'est une manière d'exclure les autres. Et ce qui est particulier selon eux, c'est que le racisme exclut les autres sur des bases biologiques. Et donc, il ne peut pas y avoir de racisme avant la modernité, puisque toutes les exclusions avant la modernité ne se justifient pas sur une base biologique. Ici, dans l'exemple de la Grèce antique, la base, elle est politique. Deuxième période, le Moyen-Âge. Cette fois-ci, la différence, donc, cette fois-ci, il y a encore une différence entre les populations qui est reconnue comme telle, mais elle n'est toujours pas justifiée sur une base biologique, elle est justifiée sur une base religieuse. C'est la séparation entre le fidèle et l'infidèle. Le fidèle appartient à la communauté chrétienne, l'infidèle n'appartient pas à la communauté chrétienne, et la conversion est un moyen de passer de l'un à l'autre. L'infidèle qui se convertit devient un fidèle et appartient à la communauté chrétienne. Donc ici, on voit que le raisonnement est le même qu'en Grèce antique. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une réversibilité, on va dire, de l'appartenance. Si la différence, elle est politique, le barbare pourrait devenir comme un Athénien en changeant de régime politique. Si la différence est religieuse, l'infidèle pourrait devenir comme un chrétien en changeant de religion.
Ce qu'il ne faut pas, c'est que la différence soit naturelle, puisque si je suis né d'une certaine race, je ne peux pas devenir d'une autre race. C'est sur ce point-là que la gauche, vraiment, s'oppose au racisme. Donc, même si la différence entre les races était perçue avant la modernité, avec des tentatives d'explication avant la modernité, le fait que ces explications étaient un mélange de nature et de culture, ça fait que pour la gauche, il y a une différence radicale avec la modernité. Parce que l'emphase est mise sur le discours et non sur la matérialité des faits qui sous-tendent le discours. Ici, l'idée n'est pas de dire qu'il y a... Plutôt, la question n'est pas de dire est-ce que oui ou non il y a des différences entre les populations, des différences, donc aujourd'hui on dirait des différences génétiques entre les populations, différences qu'on peut appeler race ou ethnie selon l'échelle où on se positionne. Est-ce que oui ou non ces différences existent? La question n'est pas là. La question c'est d'opposer un discours idéologique contre un autre discours idéologique. Sans aucune considération pour la réalité matérielle. Sans aucune considération pour savoir si oui ou non la race est un truc qui existe. Et donc, le fait qu'avant la modernité, la différence entre les races était perçue comme telle, mais n'était pas exprimée selon les catégories modernes, mais exprimée selon les catégories de pensée de l'époque, c'est, aux yeux de la gauche, ce qui différencie le entre guillemets racisme prémoderne et le racisme scientifique qui est le seul et vrai racisme. En réalité, le discours de gauche n'a qu'un seul objectif. Si on veut constater, je vais reformuler. On peut constater qu'il y a des différences entre les gens, entre les populations, que un voyageur athénien ou un voyageur chrétien va dans une contrée lointaine et rencontre des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas même les mêmes traits du visage, qui peuvent être plus petits ou plus grands, qui peuvent être plus intelligents, moins intelligents, etc. Donc ils rencontrent des différences. Ces différences-là, on a plus ou moins le droit de les constater. Par contre, ce que la gauche interdit, c'est de les théoriser. Ce que la gauche interdit, c'est d'expliquer ces différences. Pourquoi? Parce que le but est idéologique. Il faut préserver l'historicisme marxiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marxistes disent quoi? Ils disent demain, la révolution sera possible et la révolution abolira la société telle qu'elle est aujourd'hui pour devenir une autre société. Pour le dire concrètement, aujourd'hui, il y a du racisme. Demain, il n'y aura plus de racisme. Sauf que si le racisme est naturel, alors l'utopie n'est pas possible. L'utopie n'est pas réaliste. On ne peut pas accomplir l'utopie. On ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas le faire. Or, la gauche veut le faire. Et son discours antiraciste n'a qu'un seul objectif, n'a qu'une seule fonction, justifier que l'utopie est possible. Et l'utopie, pour eux, c'est une société dans laquelle il n'y aurait aucune différence entre les populations fondées sur leur race. Ce qui gêne le discours gauchiste, c'est que la différence est une permanence de la nature humaine. Les gens sont différents les uns des autres. Nous le voyons tous, nous le constatons tous de manière mais vraiment évidente. Et c'est ça qui est choquant dans le discours de gauche, c'est que n'importe quel idiot qui sort dans la rue, qui regarde les gens autour de lui, il voit qu'il y a des différences. Et parmi ces différences, il voit qu'il y a des différences individuelles, mais aussi qu'il y a des différences groupales. Il va y avoir des groupes de gens qui sont différents d'autres groupes de gens. Par exemple, les blancs vont être différents des noirs, vont être différents des maghrébins, vont être différents des asiatiques.
Et ça, n'importe qui peut le voir. Mais la gauche interdit qu'on ait le droit de le décrire, de le mentionner, et pire, de l'expliquer. Donc ça, c'est l'idée du racisme scientifique. La modernité aurait, selon les marxistes, la modernité, elle aurait fixé, rigidifié la nature humaine. Et en le faisant, elle prétend que la nature humaine est quelque chose de figé pour, pour empêcher la révolution, pour empêcher l'utopie, et donc pour justifier la marginalisation, l'exclusion de populations considérées comme des minorités raciales. C'est un discours entièrement constructiviste. Donc quand Pierre-Yves Rougeron parle de racisme scientifique, il se réfère à toute cette manière de penser-là. Il se réfère à tout ce marxisme culturel. Donc, maintenant, passons sur Mandel et Buffon. Alors, je vais commencer par Mandel. Alors, Mandel, de son prénom, je crois que c'est Grégor, qui est le pionnier, enfin, il est considéré comme le pionnier de la génétique, ce qui n'est pas parfaitement exact, mais je vais expliquer pourquoi. Alors, Mandel, il faut savoir que ses travaux ont été ignorés de son vivant, ce qui invalide de fait l'hypothèse d'une origine mandélienne du racisme, à moins de considérer qu'il n'y a pas eu de racisme au XIXe siècle, puisque la vie de Mandel, c'était au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'a fait Mandel? À son époque, donc au XIXe siècle, on observait déjà l'hérédité des traits entre les parents et les enfants. Bon, bah, par exemple, si vos parents ont les yeux bruns, vous avez plus de chances d'avoir les yeux bruns, ou voilà. Il y a une hérédité. Mais cette hérédité, on était incapable de l'expliquer. La théorie à l'époque, c'était l'hérédité par le mélange. L'idée que un trait, donc ici par exemple la couleur des yeux, serait le mélange du trait des deux parents. Donc s'il y a un parent qui a les yeux bruns et l'autre qui a les yeux verts, la couleur des yeux de l'enfant, ça va être un mélange entre le brun et le vert. Je sais pas ce que ça donnerait, mais en gros c'est ça la théorie. Mais c'est une théorie qui ne marchait pas et qui d'ailleurs a été complètement réfutée. Et c'est Mandel qui a découvert comment fonctionnait vraiment l'hérédité. Mandel, en fait, est le premier à avoir identifié ce qu'on appelle aujourd'hui en biologie. En fait, Mandel est le premier à avoir identifié le fonctionnement des gènes. Il ne connaissait pas l'existence des gènes, mais il avait compris comment les gènes fonctionnaient. Et c'est lui qui a identifié ce qu'on appelle aujourd'hui en biologie les allèles dominants et les allèles récessifs. Alors ici, je vais un peu développer. C'est la question des allèles dominants, allèles récessifs, c'est la chose que vous étudiez en première, en SVT. En tout cas, moi, c'est en SVT que j'avais appris ça. En général, on le fait en étudiant les mouches, les drosophiles, en étudiant des mouches. Mais on peut aussi le faire avec les plantes, et moi je vais donner l'exemple d'une plante. Imaginez, vous avez deux plantes, une violette, une blanche. La plante violette, elle a deux allèles qui sont grand A, grand A. La plante blanche a deux allèles qui sont petit a, petit a. Si on les reproduit ensemble, on n'a que des plantes violettes. Alors que la plante parente, elles sont violettes et blanches. Pourquoi? Parce que l'allèle grand A est dit dominant, c'est-à-dire que quand les deux chromosomes sont présents dans un individu, quand il y a l'allèle dominant, c'est lui qui code pour le trait en question. Donc, l'allèle de la couleur de la fleur, si l'allèle pour la couleur violette est présent, la fleur sera violette. S'il n'est pas présent, alors elle sera blanche. Ensuite,
vous prenez cette première génération de plantes qui sont uniquement violettes, et vous les reproduisez entre elles, et cette fois, vous allez avoir 3 plantes violettes et une plante blanche. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de comment les allèles se recomposent entre eux. Les 2 plantes parentes sont grand A, petit a, puisque les grands-parents étaient grand A et petit a, petit a. Donc, quand vous mélangez grand A, petit a et grand A, petit a, ça vous donne quoi comme combinaison? Ça vous donne grand A, ça vous donne 2 fois grand A, petit a, et ça vous donne une fois petit a, petit a. Or, si grand A est présent, c'est toujours violet. Donc, 3 fois sur 4, c'est violet, une fois sur 4, c'est blanc. Ça, c'est l'idée d'allèle dominant, d'allèle récessif. Ce mécanisme de l'hérédité, c'est ça que Mendel a découvert. Je précise, à l'époque, on ne connaissait pas la génétique. On ne connaissait pas la génétique. Mendel a simplement observé que c'était comme ça que l'hérédité fonctionnait, que l'hérédité ne fonctionnait pas par mélange, mais il ne sait pas pourquoi l'hérédité fonctionne de cette manière. En fait, la réussite de Mendel, c'est d'avoir décrit correctement l'hérédité, mais il n'a pas encore expliqué l'hérédité. Cette connaissance, cette découverte de Mendel, elle est rudimentaire par rapport aux connaissances contemporaines de la génétique, mais ce qui est normal, parce qu'il y a plus d'un siècle de recherche depuis. Ce qui me manque, c'est le support matériel, biologique, de l'hérédité. Et ça arrive au début du XXe siècle. Alors comme j'ai dit, Mendel a été ignoré de son vivant, ses travaux ont été ignorés de son vivant, avant d'être redécouverts en 1900. Alors ils ont été redécouverts par trois biologistes différents, et c'est eux en fait qui ont rendu hommage, en fait c'est la postérité qui a rendu honneur à la découverte de Mendel après coup. Et donc en 1900 il y a cette découverte, et ensuite dans les années suivantes, donc début du XXe siècle, il y a la découverte des chromosomes, les chromosomes qui sont on va dire qui sont la chose matérielle qui se transmet des parents aux enfants, qui est le support de l'hérédité. Donc ça, c'est la découverte de Mendel. Donc pourquoi se référer à Mendel pour parler de racisme scientifique? J'avoue que ça m'échappe. Mendel, c'est une découverte assez technique. Aujourd'hui, ça nous semble simple, et on apprend ça en cours de première, en SVT, parce que c'est basique, vraiment. Mais en réalité, à l'époque, c'était une vraie découverte, c'était un vrai effort de formaliser ces lois de l'hérédité. Donc quel rapport avec le racisme scientifique? Absolument aucun, puisque l'hérédité en elle-même était déjà connue avant, puisqu'elle était expliquée par une théorie du mélange des traits qui était fausse. En fait, Mendel, c'est juste celui qui a eu raison. Voilà, c'est celui qui a bien correctement décrit l'hérédité. Il n'y a absolument aucune considération sur le racisme à avoir là-dedans. D'ailleurs, Mendel, il n'a même pas découvert l'hérédité en étudiant des êtres humains, mais il a découvert l'hérédité en étudiant des poids, voilà, des variétés de poids, est-ce qu'elles étaient lisses, quelle était leur couleur, etc. C'est comme ça qu'il a découvert l'hérédité. Donc voilà, mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que c'est vraiment typique de la gauche de prendre des figures intellectuelles historiques et après coup de les accuser de racisme ou je ne sais quoi. C'est vraiment une grande manie, une grande tradition à gauche que de réécrire l'histoire. Deuxième référence donnée par Rougeron, qui est Buffon. Alors Buffon, c'était qui? Alors lui, c'était au XVIIIe siècle. C'était un naturaliste. C'était quelqu'un qui faisait des compilations de données de recherche sur les êtres vivants, et qui classait les êtres vivants selon leur proximité les uns par rapport aux autres.
Donc c'était une classification du vivant. Dans son, euh, dans son, euh, dans son grand livre, il a une partie qui s'appelle Les variétés de l'espèce humaine. Et dans cette partie, il décrit l'espèce humaine selon une structure qui est proche de celle qu'on pourrait retenir aujourd'hui en parlant de génétique, puisque Buffon raisonne en termes de race et d'ethnie. Alors il ne raisonne pas avec ces mots-là, mais en gros c'est cette idée-là. C'est l'idée qu'il y a l'espèce humaine. Alors l'espèce humaine, elle est unitaire, c'est-à-dire que tous les humains, qu'ils soient européens, africains, asiatiques, océaniens, américains, tous les Européens appartiennent, tous les humains plutôt, appartiennent à la même espèce. Ensuite, il y a une sous-division avec différentes races. Donc à l'époque, au XVIIIe siècle, on les définissait par la couleur de peau, puisque c'était la chose la plus évidente à voir. Mais en gros, les blancs, les noirs, etc. Et ensuite, il y a encore une autre sous-division qui est l'ethnie. Et l'ethnie, c'est dire, bah voilà, dans les Européens, il y a une division entre tel Européen, tel autre Européen. Dans les Africains, il y a une division entre telle population africaine et telle autre population africaine, etc. Donc là-dessus, effectivement, c'est un point sur lequel euh, Rougeron a raison. Il y a chez Buffon une vraie annonce de la manière de raisonner en biologie. Une vraie... voilà, quelque chose qui est très contemporain pour le coup, qui est très moderne dans son approche. Et en fait, pour faire ces catégories, Buffon s'appuie sur des données ethnographiques qui ne viennent pas de nulle part. Ces données, c'est en gros les observations qui ont été compilées par les colons. Donc les Européens qui sont allés partout dans le monde pour le coloniser prennent des notes sur ce qu'ils voient, sur les populations, et ils renvoient ça en France, ça arrive en France, Buffon lit et il en fait des compilations selon les différentes caractéristiques qui sont rapportées. Ce point-là est important à préciser parce que il est central dans ce qui a toujours été au cœur de la critique de la notion de race, qui est l'amalgame entre la race et la colonisation. C'est-à-dire que la question de la race et la question de la colonisation sont mêlées l'une avec l'autre. Avec comme artifice rhétorique le déni de la race qui permet une condamnation morale de la colonisation. Donc pour le dire autrement, quand on est contre la colonisation, on dit que les races n'existent pas, parce que, sous-entendu, si on parle des races, on justifie la colonisation. Pourquoi parler de race justifierait la colonisation? Pour une raison très simple, c'est qu'on retrouve chez Buffon une polémique qui, encore une fois, est tout à fait contemporaine, parce qu'on a la même aujourd'hui, qui est sur celle de l'intelligence, et en l'occurrence le manque d'intelligence des populations colonisées. Avec l'idée de savoir, est-ce que oui ou non, les Africains sont moins intelligents que les Européens? Si oui, alors ça justifierait de les coloniser. C'est ça la logique. En fait, il y a une sorte de raisonnement à gauche qui serait de dire, s'il y a une différence entre les populations, il y a nécessairement une domination d'une population sur l'autre. Et donc, nier la différence, c'est une manière d'abolir la domination d'une population sur l'autre. C'est le schéma, c'est la structure de la critique gauchiste. Et donc ça, on le retrouve directement dans la pensée de Buffon à l'époque, donc au XVIIIe siècle. Donc celle-ci de référence est plus pertinente que celle de Mandel. En revanche, ce que Rougeron oublie de dire, c'est que la critique, déjà à l'époque de la race, déjà au XVIIIe siècle, n'était pas basée sur des questions, sur des considérations scientifiques, mais sur des considérations morales, sur des considérations politiques.
Donc ça, c'est un fait vraiment à garder en tête, puisque aujourd'hui on nous dit la race n'existe pas, c'était démontré scientifiquement. Non, c'est faux. Ça n'a jamais été démontré scientifiquement. Et j'ai prévu de le dire à la fin, mais je vais vous trouver la citation tout de suite. La- le déni de la race n'a jamais été scientifique, il a toujours été biologique. Excusez-moi, il n'a jamais été scientifique, il a toujours été politique. Je vais vous rapporter deux anecdotes. Donc deux anecdotes qui sont présentées par Edward Dutton dans son livre Making Sense of a Race. Donc donner du sens à la race en français. On pourrait le traduire littéralement. La première anecdote, c'est celle du prix Nobel James Watson. Alors James Watson, c'est celui qui a découvert la structure en hélice de l'ADN. Donc, c'est quelqu'un qui a une vraie autorité en biologie, dont l'accomplissement est immense et qui a été reconnu internationalement par un prix. James Watson a fait l'erreur en 2007, le 14 octobre 2007, de déclarer, la citation est ici. Alors elle est en anglais, donc je vais rapporter l'idée, je vais pas la traduire telle quelle. Mais disons qu'il a une aversion, il a un sentiment vraiment qui le gêne, qui le dérange, à l'idée d'appliquer en Afrique des politiques européennes. Parce que ces politiques européennes sont basées sur le fait que l'intelligence des Africains est la même que la nôtre. Or, tous les tests disent que non. Donc ça, c'est les propos de James Watson le 14 octobre 2007. Vous imaginez ce qui s'est passé ensuite. Immédiatement après, il a commencé à être insulté, attaqué, calomnié. Lui qui était pourtant une sommité de la biologie a perdu son travail, il a été immédiatement traîné dans la boue, ce qui l'a amené à présenter ses excuses, à dire je ne comprends pas comment j'ai pu dire ce que j'ai dit, alors qu'il n'y a pas de base scientifique pour le dire. La séquence des événements, elle est intéressante puisque, en réalité, ce qu'il dit dans un deuxième temps, c'est parfaitement faux, et il sait que c'est faux. Il sait qu'il y a des bases scientifiques pour justifier la différence des races. Simplement, il sait aussi qu'il y a un tabou politique, qu'il est interdit de mentionner cette différence des races, et en particulier, le tabou des tabous, c'est la différence d'intelligence entre les populations. Ça, c'est le tabou des tabous. On n'a pas le droit d'en parler. Et donc, il a fait l'erreur d'en parler publiquement. Il se fait détruire médiatiquement. Il présente des excuses. Excuses qui, évidemment, n'ont pas été acceptées. Parce que vous imaginez bien que ce serait trop facile. La gauche ne pardonne pas facilement. Deuxième anecdote. Un généticien d'Harvard qui s'appelle David Reich, qui fait une déclaration dans laquelle il dit que les nouvelles techniques pour étudier l'ADN montrent que certaines populations humaines qui sont géographiquement séparées sur une période de temps assez longue ont des raisons d'avoir des différences génétiques significatives d'un point de vue de leur comportement et de leur cognition. Donc cognition, c'est, on va dire, un synonyme d'intelligence. Mais ensuite, dans le même propos, Reich précise que les différences raciales, il les rejette parce qu'elles ne correspondent qu'à des stéréotypes, qui refusent de mourir, en gros. Et donc qui sont essentiellement faux. Et encore une fois, c'est une insulte à l'intelligence de dire ça, puisque dans la première partie de son propos, il dit il y a des différences génétiques entre les populations. Donc autrement dit, il y a des différences génétiques entre les races.
Deuxième partie du propos, oui mais non, mais c'est des stéréotypes, et de toute façon, ils sont faux. Donc ces deux noms, retenez ces deux noms, James Watson, David Reich, ce sont des biologistes, des généticiens, qui savent très bien où est le tabou. Qui savent très bien où est le tabou, qui savent très bien comment il faut se comporter pour ne pas être détruit publiquement. Voilà la réalité du soi-disant argument scientifique qui démontre que la race n'existe pas. C'est un foutage de gueule depuis toujours. Et c'est un foutage de gueule depuis le XVIIIe siècle, depuis que cette question, que la question raciale, a été associée à la question politique de la colonisation. Donc, je reviens aux propos que j'avais prévu de dire initialement. Donc, ce que je vais faire, donc là, maintenant, je vais finir sur la lecture d'un article. Donc un article gauchiste, qui illustre très bien cette intrication entre la race et la morale. Alors, l'article s'appelle « Les pionniers de la biologie ont-ils participé à la construction du racisme ?» Les auteurs sont indiqués à la fin. Ils sont là, c'est Éric Muraille et Céline Raz. Le premier est décrit comme étant biologiste, immunologiste, et la deuxième, elle est chercheuse en histoire. Alors, lisons l'article, et je vais le commenter au fur et à mesure, et on va finir cette critique là-dessus. L'idéologie raciste se caractérise par l'acceptation de deux postulats. L'existence de races humaines identifiables par des critères morphologiques et une hiérarchisation de ces races. Cette idéologie a légitimé durant plusieurs siècles l'esclavage et le colonialisme, ainsi que les politiques discriminatoires les plus violentes du XXe siècle, comme l'hygiène raciale en Allemagne, la ségrégation raciale aux États-Unis et l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, déjà, on retrouve les méchants habituels, les Allemands, les méchants américains ségrégationnistes et les méchants blancs d'Afrique du Sud. Vous remarquez l'intrication entre la question scientifique et la question morale, dans l'idée que l'idéologie raciale aurait légitimé la colonisation. Et moi, le point que je voulais faire remarquer, c'est sur la définition au début du paragraphe. Parce que si on définit le racisme comme la reconnaissance des races et la hiérarchisation des races entre elles, on s'interdit de fait de parler de race. Puisque, précisément, si la race est une adaptation à un environnement, une adaptation génétique à un environnement, ça veut dire que les individus de cette race sont en moyenne meilleurs que ceux des autres races dans cet environnement-là. Ils sont mieux adaptés, précisément. Exemple basique, les Africains sont meilleurs à la course, meilleurs dans tous les sports qui vont demander de l'explosivité, qui vont demander de la vitesse. C'est pourquoi, quand vous faites les Jeux Olympiques et vous regardez la finale des 100 mètres et des 200 mètres, il y a beaucoup de Noirs et il y a très peu, par exemple, d'Européens. Voilà. Les Européens, eux, ils ont des caractéristiques différentes. Par exemple, eux, ils vont avoir une force physique qui est supérieure au niveau du haut du corps. Et ils vont notamment avoir une plus grande intelligence. C'est pour ça que, si on prend le critère de l'intelligence, vous trouvez peu, par exemple, d'Africains champions d'échecs. Par contre, vous trouvez plus d'Européens champions d'échecs. Donc l'idée, c'est que chaque population, ici ce sont des populations raciales, mais on pourrait aussi parler au niveau ethnique, mais je reste au niveau racial. Chaque population a des caractéristiques qui lui sont propres, qui lui donnent un avantage dans l'environnement dans lequel elle est. C'est la logique. Donc si on s'interdit de dire qu'il y a une hiérarchisation, en fait on s'interdit de fait de parler de race, puisque précisément, dans l'environnement en question, il y aura une hiérarchisation. C'est ça le principe de la sélection naturelle. Il y a certaines mutations génétiques qui sont favorisées, qui sont sélectionnées, qui font que les individus qui les portent peuvent plus facilement survivre et se reproduire. C'est vraiment un raisonnement biologique.
Donc, cette définition du racisme, elle nous met sur la piste. C'est une attaque frontale de la biologie. Il faut choisir, soit on fait de l'antiracisme, soit on fait de la biologie. On ne peut pas faire les deux, puisque au niveau même de la définition, il y a une incompatibilité, une contradiction logique. Une dernière remarque avant de reprendre la lecture de l'article. Si on refuse la hiérarchisation en disant qu'on refuse l'idée de dire qu'il y a une race qui est plus évoluée et une autre qui est moins évoluée, ce serait un argument qui pourrait être entendable, puisqu'effectivement, ça n'a aucun sens de parler d'évolution dans l'absolu, puisque l'évolution est relative à un environnement particulier. Donc il serait faux, de ce point de vue-là, de dire que les Européens sont plus évolués que les Africains. Ce serait faux de le dire, puisque les Européens sont adaptés à un environnement européen et les Africains sont adaptés à un environnement africain. Alors ensuite, selon les critères moraux des Européens, évidemment, selon leurs propres critères à eux, ils se mettent au-dessus des Africains. Mais l'inverse est aussi vrai. Les Africains, selon leurs critères moraux à eux, se mettent au-dessus des Européens. Donc ici, bon, et de toute façon, c'est pas dans ce sens-là que les gauchistes font la critique de la hiérarchisation. Eux, ils font la critique de la hiérarchisation parce qu'ils s'attaquent à l'idée de la race en elle-même. Leur critique de la hiérarchisation, c'est un déni de la biologie en tant que science. Donc continuons la lecture de l'article. Et je vais moins commenter le reste, mais on va tout lire parce que c'est intéressant. Donc. Mais d'où vient-elle, l'idéologie raciste ? Les pionniers de la biologie ont-ils participé à la construction de l'idéologie raciste ? C'est ce que nous allons essayer de clarifier en contextualisant l'œuvre du médecin et naturaliste suédois Carl von Linné, auteur du premier essai de classification systématique de la nature. Les variétés humaines de Linné. En 1735, Linné publie la première édition de son Systema Naturae. Son ambition n'est rien de moins que de classer et de nommer tous les animaux, plantes et minéraux connus. Si la première édition ne comporte que 11 pages, la 13e et dernière, publiée en 1770, en contient 3000 et décrit 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales. Linné catégorise, mais pas seulement. Il hiérarchise également les êtres vivants, des moins évolués aux plus évolués. Donc ça, cette forme de hiérarchisation, c'est celle que je vous ai expliquée juste avant. Celle-ci, elle est légitime à critiquer parce qu'elle n'a pas de vrai fondement. Elle perd de vue que l'évolution est quelque chose de relatif à un environnement. L'évolution, c'est la relation entre un organisme et son environnement. Donc parler d'évolution dans l'absolu est une erreur. Donc, à partir de la 10e édition, Linné généralise l'usage d'une nomenclature binomiale qui reste aujourd'hui encore la référence en biologie pour nommer les espèces. Le premier nom indique le genre de la plante ou de l'animal, et le second indique l'espèce à laquelle elle appartient. Ce faisant, Linné invente un langage spécifique à la description du vivant qui va tout changer. Car nommer les espèces et les associer à une description est la première étape essentielle à leur étude par une communauté internationale de chercheurs. Il s'agit d'ailleurs d'une des premières grandes œuvres scientifiques collectives, Linné ayant fait appel à de nombreux autres naturalistes pour collecter, décrire et nommer les spécimens. Sur base de critères morphologiques, il nomme donc l'espèce humaine Homo sapiens et la situe, c'est une première, au sein des primates, au sommet de son échelle de la complexité. Il divise également l'espèce humaine en 6 variétés. Donc aujourd'hui, variétés, on appellerait ça des races. L'Americanus, l'Europaeus, l'Asiaticus, l'Afeur et le Monstruosus, qui comprend des formes aberrantes comme les macrocéphales, et le Ferus, Homo sapiens sauvage. À chaque variété, il associe une description et un caractère et un mode de gouvernance, dont ceci. L'Americanus est rouge, bilieux, droit et régi par les coutumes. L'Europaeus est blanc, sanguin, musculeux et régi par les lois.
L'Asiaticus est basané, mélancolique, raide et régi par l'opinion. L'Afeur est noir, flegmatique, relâché et régi par le hasard. Même si Linné n'utilise à aucun moment le terme dans son ouvrage, il est évident que sa description des variétés humaines satisfait pleinement à la définition moderne de race que l'on associe à l'idéologie raciste. Elle postule une inégalité intellectuelle et morale entre les races et place l'homme blanc au sommet de la hiérarchie de l'espèce humaine. Cette présentation raciste est-elle en rupture par rapport à l'époque de Linné ou, au contraire, n'incarne-t-elle que ces normes? Autrement dit, est-ce que il n'y avait que Linné qui était raciste au XVIIIe siècle, ou est-ce que tout le XVIIIe siècle était raciste? Donc, section suivante, la théorie de la dégénérescence de Buffon. Contemporain de Linné, le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon est réputé pour avoir popularisé le naturalisme en France et influencé les travaux de Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin. Dans son Histoire naturelle, publiée entre 1749 et 1804, Buffon attaque les classifications du Systema Naturae qu'il juge arbitraires, car reposant sur une vision fixiste du vivant, c'est-à-dire qui exclut toute transformation depuis la création divine originelle. Il défend l'existence d'une seule espèce humaine en raison de l'interfécondité de tous les humains. Toutefois, dans le tome 11 de son Histoire naturelle, il adhère à l'existence de variétés humaines locales qu'il fait dériver, par dégénérescence, d'une variété blanche primordiale. Pour Buffon, rien n'est fixe ou hérité. C'est le climat et l'alimentation qui déterminent les variétés humaines. Le meilleur climat étant le climat européen, dont les peuples sont les plus beaux et les mieux faits de toute la Terre. Ce faisant, Buffon concilie à la fois l'antique théorie environnementaliste d'Hippocrate, qui postule que le climat détermine le caractère des humains, et la Genèse biblique qui proclame qu'après le déluge, ce sont les fils de Noé qui peuplèrent toute la terre. Implicitement, par analogie avec les races animales, Buffon considère les variétés dégénérées comme inférieures au type originel. Il cite notamment le cas des chevaux qui peuvent commencer à dégénérer, c'est-à-dire à perdre leurs caractéristiques remarquables en une seule génération. Dans son Histoire naturelle, il décrit sommairement les Africains comme grands, gros, bien faits, mais niais et sans génie. Donc, là, tout ce passage est très intéressant, puisqu'on retrouve encore une fois cette manière de hiérarchiser dans l'absolu, de dire il y a des races qui sont plus évoluées, il y a des races qui sont moins évoluées. Ce postulat-là, aujourd'hui, il n'est plus accepté. Scientifiquement, il n'est pas accepté, puisque dans le passage, on voit il y a plein d'éléments qui, de loin, ressemblent un peu à une théorie de l'évolution. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas structuré, il n'y a aucune explication des mécanismes, donc on ne peut pas appeler ça une théorie. Mais en revanche, l'idée que voilà, il y a un lien avec l'environnement, avec le climat et l'alimentation qui déterminent les caractéristiques humaines, l'idée qu'il y ait un ancêtre commun et des variations à partir de celui-ci, c'est une idée qui est reprise dans la théorie de l'évolution. D'ailleurs, il est dit au début de cette section que Buffon a influencé Charles Darwin. Donc, section suivante. Le racisme ordinaire des philosophes des Lumières. Dans le même temps, le courant de pensée dit des Lumières atteint son apogée en Europe. Les philosophes appartenant à ce mouvement sont connus pour leur engagement en faveur du progrès social et moral. Pour leur lutte contre l'obscurantisme, ils défendent la tolérance, la liberté et l'égalité. Les Lumières sont à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourtant, c'est également au XVIIIe siècle que l'esclavage prend une ampleur inédite avec la traite négrière atlantique, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Au total, c'est plus de 11 millions d'Africains qui furent réduits en esclavage et déportés dans les colonies américaines, où ils servirent de main-d'œuvre dans les plantations. Ainsi, si la liberté est érigée en droit naturel pour les Lumières, elle doit souffrir d'exceptions pour justifier l'esclavage, pratique indispensable au système économique colonial. Si Montesquieu affirme dans De l'esprit des lois que l'esclavage n'est pas bon par sa nature, il n'est utile ni au maître ni à l'esclave,
Il excuse dans le même ouvrage l'esclavage des populations noires en déclarant « Il y a des pays où la chaleur énerve le corps et affaiblit si fort le courage que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment. L'esclavage y choque donc moins la raison. Il faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers. C'est encore Montesquieu cette citation. Il faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres. » Dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, considéré comme un essai de synthèse de l'histoire universelle, Voltaire écrit que la race des nègres est une espèce d'hommes différente de la nôtre, comme la race des Espagnols l'est des lévriers, et que, la plupart des nègres, tous les cafres, sont plongés dans la même stupidité et y croupiront longtemps. L'œuvre de Jean-Jacques Rousseau peut être vue comme une critique systématique de la servitude. Dans Du contrat social, il présente la liberté comme inaliénable car synonyme de la vie elle-même. Mais s'il condamne l'esclavage antique, considéré comme contre-nature, Rousseau ne critique jamais explicitement l'esclavage pratiqué à son époque par les Européens. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que se développa le mouvement abolitionniste, visant à la suppression de l'esclavage et dont l'Angleterre fut le berceau. L'abolition fut adoptée en 1807 par la Chambre des communes et la traite considérée comme un crime à partir de 1811. La nécessité, section suivante, la nécessité de contextualiser une œuvre scientifique. La division d'Homo sapiens en variétés par Linné correspond bien à ce que nous nommerions aujourd'hui une vision raciste. Elle a vraisemblablement contribué à donner une légitimité à cette idéologie. Il serait cependant anachronique d'évaluer la valeur de l'œuvre de Linné à l'aune des normes morales ou scientifiques actuelles. Donc là, vous voyez ce que je disais, là les auteurs avouent tout. Ils avouent que leur analyse n'est pas scientifique mais qu'elle est morale. Bon, ok. Ils se cachent en disant que les normes sont morales et scientifiques. En réalité, non, les normes sont purement morales. Il n'y a pas de normes scientifiques, aucune. Ce sont des normes morales. Avec l'exemple de la soumission que je vous ai donné avant, le tabou qui s'exerce, qui punit tous ceux qui transgressent, qui force à la soumission tous ceux qui osent parler de la race. Donc, par rapport à son époque, Linné ne défend en rien une position de rupture concernant l'espèce humaine. Sa division d'Homo sapiens en variétés associée à des caractères et des modes de gouvernance reflète la vision prédominante de l'humanité dans l'Europe du XVIIIe siècle. Une Europe coloniale dont le modèle économique reposait essentiellement sur l'esclavage. Comme l'a bien souligné le sociologue William Graham Sumner, l'ethnocentrisme, le fait de considérer sa propre culture comme si elle était la norme universelle et de la prendre comme un cadre de référence permettant de juger d'autres cultures, est malheureusement un trait universel dont il est difficile de se libérer. Arrêtons-nous un instant sur la formation, sur la formulation. C'est malheureusement un trait universel dont il est difficile de se libérer. Bon ben voilà, on est en plein dans de la pensée marxiste. La nature, malheureusement, s'impose à nous. Nous voulons nous libérer de la nature. C'est tout, c'est tout. Et donc je lis le dernier paragraphe. De plus, de par sa conception créationniste et fixiste du vivant, Linné n'a jamais eu pour ambition de produire une vision originale de celui-ci. Contemporain de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, sa classification doit être comprise comme une première tentative de compiler et d'organiser rationnellement les connaissances disponibles en sciences naturelles au XVIIIe siècle. C'est le fil d'Ariane dans lequel il n'est pas donné de se tirer seul et avec sûreté du dédale de la nature. Donc voilà. Ça, c'est cet article, donc je vous rappelle le titre. Les pionniers de la biologie ont-ils participé à la construction du racisme ? Je vais finir en disant deux choses. La première, c'est que, encore une fois, les souverainistes qui prétendent être le camp du travail ne travaillent pas, très clairement. Encore une fois, les souverainistes qui vont accuser la droite d'être lâche sur la question de l'Union européenne, eux-mêmes sont d'une lâcheté infinie sur la question de la race, mais visiblement pour eux ça passe, parce que leur cadre moral est gauchiste. Rougeron, comme d'habitude, à sa manière, il fait des petites évocations qui sont
plutôt impressionnante, parce qu'effectivement, c'est pas totalement faux ce qu'il a dit quand il l'a dit. Mais en réalité, quand on connaît, quand on commence ensuite à décortiquer et à analyser, c'est c'est l'ensemble du raisonnement qui est mauvais. Mais l'avantage qui est l'argumentage d'argumenter par allusion, l'avantage de ne jamais répondre aux identitaires sur la question de la race et de toujours soit insulter, soit faire des allusions, c'est que les erreurs de raisonnement, on les voit pas apparaître. Ce qui permet facilement de mystifier les gens qui écoutent en toute bonne foi, qui ne connaissent pas le contexte, et qui vont croire que, ah oui, regarde, il me cite telle référence, il cite Mandel, il cite Buffon, je regarde sur Wikipédia, les deux existent, ah bah ouais, il a raison. Non, il a tort. Il a tort parce que les souverainistes ne travaillent pas. Et sur la gauche en général, donc les souverainistes, ici, ils ont une moraline de gauche, ils imposent un cadre moral de gauche sur la question de la race en déni total de la science. Ce qu'il faut comprendre pour comprendre le cadre moral de la gauche, c'est que la gauche n'a qu'un seul objectif intellectuel. Justifier que la révolution est possible. Justifier qu'un jour, il y aura un événement dans l'histoire à partir duquel on quittera la vieille société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pour basculer dans une nouvelle société qui sera une utopie. C'est pour ça qu'il considère l'histoire comme si importante, puisque l'histoire, c'est le temps dans lequel les choses changent. Alors que la nature, c'est ce qui est, on va pas dire fixe, mais on va dire, la nature, c'est ce qui change de manière régulière et prévisible. Alors que l'histoire, selon eux, l'histoire, c'est ce qui change de manière radicale et révolutionnaire. C'est pour ça que la gauche s'oppose à ce qu'elle appelle le racisme scientifique. Puisqu'à partir du moment où un argument scientifique justifie l'existence de la race, à partir du moment où, tout au long du XXe siècle, on découvre l'existence des chromosomes, des gènes, de l'ADN, qu'on devient capable de faire des calculs de proximité génétique et de constater qu'il y a des différences génétiques entre les populations. Cet argument-là, ça ne donne pas tort aux racialistes, ça leur donne raison. Et ça, la gauche ne le supporte pas. Et donc son discours est anti-scientifique parce que la science lui donne tort. La science s'oppose à la révolution, donc il faut critiquer la science, il faut dénoncer la science, il faut refuser la science. Et c'est ce que font les souverainistes. Les souverainistes font exactement pareil, en plaçant le racisme comme alpha et oméga de la morale. Ne vous faites pas piéger. Là, bientôt, je vais... si vous voulez, vous pouvez lire, j'ai sorti un essai qui s'appelle comment? J'ai oublié le nom de mon propre essai. Mais en gros, c'est un essai sur le débat entre les identitaires et les souverainistes. Je pars du livre de Rodolphe Carte, qui Feu sur la droite nationale, et j'en fais une critique. J'en fais une critique en montrant comment les arguments identitaires sont meilleurs que les arguments souverainistes. Donc, vous pouvez aller lire mon article qui s'appelle « Et si la race », enfin, c'est pas un article, c'est un essai. « Et si la race avait sa place dans le débat identitaire ?» disponible sur raphaelpayot.substack.com. Je vais bientôt en faire une version résumée audio que vous pourrez consulter sur la chaîne ISTV. Voilà ce que je vais dire pour finir. Ayez des exigences. Ayez des exigences. Il n'est pas acceptable que les souverainistes se contentent de chefs médiocres, de chefs feignants, qui mentent, qui ne travaillent pas les dossiers, qui utilisent des attitudes arrogantes et prétentieuses pour faire passer comme vérité ce qui en réalité ne sont que leurs propres assertions. Dans le cas de Pierre-Yves Rougeron,
il a une telle inimitié personnelle avec la droite, sa situation matrimoniale font que c'est probablement, pour lui, le déni est probablement lié à des causes personnelles et absolument pas à des arguments scientifiques. Donc, nous devons exiger, militants souverainistes, nous devons exiger de nos chefs une plus grande probité que ce qu'ils nous montrent aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de mentir de la sorte. Ce n'est pas acceptable de ne pas connaître les dossiers de la sorte.